Bonsoir à tous, bienvenue dans M. Au sommaire ce soir, 40 jeunes de 3 écoles bruxelloises ont voyagé pendant 10 jours en Israël et en Palestine. C'est le projet Israël-Palestine pour mieux comprendre. Un voyage qui leur a permis de dépasser les clichés et d'éviter les amalgames. Aujourd'hui, après leur retour, leur vision du conflit au Proche-Orient a complètement changé. Je pense que c'est un peu difficile de se positionner sur ce conflit parce qu'on ne connaît pas vraiment les raisons à part ce qu'on entend à la télé ou à la radio. Dans les médias, on montre surtout la part négative un peu pour faire sensation, c'est tout ce que je connais. C'est compliqué d'essayer de comprendre et de me mettre à la place des gens touchés par ce conflit. Il faudrait aller plus loin, aller sur le terrain par exemple pour comprendre ça, pour voir ses propres yeux plutôt que d'entendre ce que disent les médias. Je suis à l'initiative de ce projet dont l'objet est vraiment d'essayer de montrer que dans un conflit qui génère beaucoup de réactions très radicales en tout genre, que c'était important avec des jeunes, des lycéens, de voir comment on pouvait l'aborder en leur montrant la complexité. C'est une manière d'aller de l'autre côté du miroir, de découvrir des réalités plus compliquées, d'apprendre le sens de la nuance et de revenir enrichi de ce qu'on a découvert. Il faut évidemment, devant une situation difficile, ne pas a priori penser que tout est noir ou tout est blanc, tout est toujours dans la nuance et évidemment pour percevoir, pour comprendre cette nuance, il est important de s'intéresser aux questions et de rencontrer des gens, des vrais gens. Nous n'avons bien sûr pas attendu notre départ pour rencontrer des vrais gens, issus des deux camps. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Nous ne savions pas, par exemple, que tous les Israéliens ne sont pas juifs. Il y a des Arabes israéliens et tous les Arabes ne sont pas musulmans. Il y a aussi des chrétiens. Et tous les Juifs ne sont pas religieux. Et puis, il y a les Druzes. Bref, il y a vraiment de quoi s'y perdre. Parmi toutes les merveilleuses rencontres que nous avons faites les mois qui ont précédé le voyage, celle de Robbie, une mère israélienne qui a perdu son fils, nous a particulièrement émus. What a pity David was not here and he could not give you a lecture. So we work in schools with 600 families. Palestinian and Israeli, and everybody has lost an immediate family member in the conflict. And everybody is aligned to the message of reconciliation, not necessarily forgiving. The decision to forgive is very personal. And of course it also means, what do you define, how do you define forgiving? I went to imams and rabbis and priests and you name it, and nobody could come up with anything interesting at all. And I met this extraordinary woman in South Africa whose daughter had been killed by APLA, which was the military wing of the African National Congress. And she had gone to the Truth and Reconciliation Commission and she said to the people who killed her daughter, I forgive you. And I asked Jin what she meant, her name's Jin Fori, what she actually meant when she said, I forgive you. And she said, her definition of forgiving, it is giving up your just right to revenge. And I could associate with that because actually I didn't really have any sense of revenge. The people I was angry with were the people who put the checkpoint, which they removed the very next day. And then I met the man who had sent the people to kill the daughter of Jin. Today they have an organization together. And he said, by Jin forgiving him, she had released him from the prison of his inhumanity. And I found that very moving and very inspiring for me in my own personal journey. But this is not easy, you know. Tous les témoignages que nous avons pu recevoir avant notre départ nous ont déjà ouvert les yeux sur une réalité trop souvent ignorée par les médias. De chaque côté du mur qui sépare Israël de la Palestine se trouvent des gens de bonne volonté, qui ont fait du combat pour la paix leur raison de vivre. Mais le jour du départ venu, nous étions encore loin de pouvoir nous imaginer à quel point les rencontres que nous allions faire sur place allaient, elles aussi, nous marquer à vie.
À notre arrivée, nous sommes accueillis à Neve Shalom, un village qui regroupe quelques dizaines de familles issues de 3 communautés, musulmanes, juives et chrétiennes. Ils ont choisi de vivre ensemble et de lutter pour la paix. Notre première soirée est consacrée à quelques témoignages poignants. Before I even started to deal with all these things and talk about peace and dialogue and reconciliation and all these nice words, I was totally on the other side. I was part of the problem. In 1991, when I was shortly after high school, I joined the Israeli army. In around 2001, around the second Intifada, I started feeling not so comfortable with the situation around. What happened then is I came here to Neve Shalom, to this room. It was 2003. And in this room, 12 years ago, I was sitting with a group of Palestinians and Israeli students. In this group, everyone had to say where they come from, what they do, why they are here. And I planned in my head to say that I am a pilot in the Air Force, but I want peace. And then the guy next to me, the Palestinian guy, turned, he was just before me speaking, and he said that his sister can't move, she's paralyzed from the chest down, because an Israeli helicopter shot a missile that hit the house, and since then she is paralyzed. And then came my turn to say all the thing I planned to say. And I said everything except one little detail about myself. I couldn't spell the word pilot. I couldn't say that I'm a helicopter pilot in the Israeli Air Force, because I realized that for the guy that sits next to me, this is the ultimate evil. This is the terrorist. This is the people that almost killed his sister. I didn't tell anyone in this group everything, but I promise that I will do everything I can to stop the occupation and the oppression. Au programme de cette première journée complète, la découverte de Jérusalem, ville sainte pour les 3 grandes religions monothéistes. Une ville qui, par son statut, est au cœur du conflit israélo-palestinien. Nous nous dirigeons d'abord vers l'esplanade des mosquées, et nous constatons déjà que pour accéder à ce lieu saint de l'islam, nous devons emprunter une passerelle qui surplombe le mur de Lamentation, lieu saint du judaïsme. Nous ressentons déjà un certain malaise face à cette nécessité apparente de séparer ce qui, par sa nature, est tellement proche. Après notre passage à l'esplanade des mosquées, nous marquons un arrêt au mur des lamentations qui symbolise l'exil, les souffrances endurées par le peuple juif au cours des siècles. Pour terminer cette matinée bien chargée, nous nous dirigeons vers la Via Dolorosa et l'église du Saint-Sépulcre, lieu saint du christianisme. Cette église est construite sur le lieu même de la crucifixion de Jésus de Nazareth. L'après-midi est consacré à un premier exercice pratique. Nous sommes divisés en 3 groupes et encadrés par des professionnels. Nous allons devoir réaliser des reportages audiovisuels. Le thème de ces 3 reportages, la cohabitation. We like to say if you will ask the taximan, what do you think about the coexistence? We know the history of the Jews is very sad, you see, but we not did that. We not our fault, you see. When he's coming from Europe, we accept them. We told them, okay, please, coming, we live together, and when we live together now, he don't want us here. You see. Do you think that the relation between Palestinian and Israeli
can become better than now? Of course, yes, it will be better if you have peoples is not so much religious, you see. J'ai pas l'impression, moi qui viens de Paris, que le dialogue est aussi difficile qu'il l'est à Paris. C'est peut-être paradoxal ce que je dis, mais je trouve qu'ici en Israël, je trouve qu'au niveau des populations, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà, tout à l'heure je me promenais ici, je trouvais pas mon chemin. J'ai demandé à des gens qui étaient apparemment des musulmans où était le kotel. On m'a répondu avec un sourire, on m'a répondu facilement, on m'a répondu sans aucune appréhension. À Paris aujourd'hui, j'aurais un problème, moi, dans un quartier, si tu veux, où vivent beaucoup de musulmans, à demander où se trouve une synagogue. Tu vois, j'aurais beaucoup plus de peur à ça. My impression is not a good one. There are high tensions between the Palestinians and the Jews. And in my opinion, there can be an explosion if the injustice done by the Israel state towards the Palestinians will continue. Ce petit échantillon des interviews que nous avons menées montre à quel point les avis divergent et combien le conflit israélo-palestinien est complexe et sa résolution cruciale pour l'humanité. Mais que ce soit par la prière pour les croyants ou par l'engagement sur le terrain pour les activistes, beaucoup semblent heureusement encore croire que la paix reste possible. Cette première expérience de tournage de reportage semble en tout cas avoir été instructive pour tous et susciterait peut-être, qui sait, quelques vocations de journalistes. Le lendemain, nous avons rendez-vous au musée Yad Vashem de Jérusalem, dédié à la mémoire des victimes de la Shoah. Il y aura certaines questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Et peut-être notre but ici, c'est justement d'avoir cette réflexion, d'essayer d'avoir une certaine humilité en tant qu'être humain, de savoir qu'on ne pourra peut-être pas tout comprendre, comment l'homme arrive à se trouver dans cette situation-là, de vouloir effacer un groupe humain de la surface de la planète. Impossible de décrire ce qu'on ressent lorsqu'on entre dans le mémorial des enfants. 1 500 000 petites victimes innocentes. Dans cette grotte éclairée par des milliers de bougies, les noms, âges et lieux de naissance des enfants assassinés sont inlassablement récités. La reconnaissance du fait même que la Shoah a eu lieu n'est pas en consensus partout dans le monde et non plus au Moyen-Orient. Donc c'est un sujet qui est très douloureux pour la société israélienne. Le devoir de mémoire, c'est un travail qui doit se faire, même si l'histoire de la Shoah ne doit pas être racontée tous les jours. Il faut trouver un juste milieu, il faut trouver un équilibre, mais il faut donner un sens à cette histoire. Ça m'a beaucoup intéressé, le fait qu'il y ait eu une révolte des personnes qui devaient mettre les morts dans les fours crématoires pour choisir leur façon de mourir. Et ça, je trouve ça très touchant. Et puis aussi, je pense qu'ils l'ont fait aussi pour montrer qu'ils étaient quand même humains et que ce travail n'allait pas pour eux et que c'était quelque chose d'affreux. Et je suis très fière d'eux d'avoir fait ça. Le traumatisme causé par la Shoah et les siècles de persécution qui l'ont précédé expliquent la détermination du peuple juif à assurer pour de bon sa sécurité, à faire en sorte qu'il n'y ait jamais une deuxième Shoah. Beaucoup y voient une des raisons de la création de l'État d'Israël, un État où le peuple juif pourrait vivre sans crainte des persécutions, quoi qu'il advienne. Il nous semble en tout cas impossible de comprendre le point de vue israélien sans prendre conscience du traumatisme causé par le meurtre de ces 6 millions d'innocents. Un traumatisme qui se réveille à la moindre menace. Nous quittons maintenant Jérusalem pour nous rendre de l'autre côté du mur qui sépare Israël de la Cisjordanie. Au programme, une rencontre avec les jeunes Palestiniens activistes de l'association Pialara, qui lutte pour la paix.
Malori. Malori. I love art in general. Every form of art. Okay. What am I afraid of? Hate between people, definitely. What? Hate between people. Oh, okay. Nice. Interesting. The most thing that I love is sport. Yeah, what I hate, the most thing that I hate, it's actually racist. Après avoir pu faire connaissance, place au témoignage de nos nouveaux amis palestiniens. If you want to go to Ramallah now, you will have a checkpoint. If I'm going to Bethlehem, which is in the West Bank also, I will have a checkpoint. It's West Bank. Why should I have a checkpoint? I want to hit the point that even our president to move in West Bank, which is called Palestine, he have to take the permission of Israel because he have to be on Israeli roads. They want to create another environment that make us leave this land. 4 teenagers threw rocks, and they got down the car, they hit them with a gun, and they picked them up and put them in the truck, and like 2 months ago, one of them came out of jail for 3 years. They put him in for 3 years just for throwing one rock. They put one in jail for 2 years just for saying, "What are you doing? Get out of town." Like, we really can't do anything. Last night, when they came, everybody was following to see where they want to go. If they're going to take someone, if they take a teenager, a little kid, we can't really do anything about it, because if we do anything about it, they're going to take you with him. I hope so in the future, everything gets good, just like always, you know, people forget, they forgive, and just that's how it is, but I hope so one day. My dream is for all races to gather together and love each other and just make life easier for us to be together. My dream is to have a dream. Quand ils ont commencé à parler de leurs rêves et de leurs peurs, que j'ai réalisé que mes peurs, elles étaient ridicules face aux leurs. Quand ils nous ont raconté qu'ils vivaient à 5 km de Jérusalem et qu'ils n'avaient jamais pu prier à la mosquée El-Aqsa, alors que c'est un lieu super important dans l'islam. Aussi qu'ils n'avaient jamais vu la mer et qu'ils devaient quitter leur pays pour pouvoir voir la mer. Quand ils ont voulu comparer nos problèmes à leurs problèmes, à ce moment-là, vraiment, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a en Belgique. Et il y en a un qui nous dit oui c'est ça, ne soyez pas triste pour nous, c'est pas grave, on va s'en sortir et tout. Je veux dire, ça m'a bouleversé, c'était très choquant, très émouvant. Après une bonne nuit de repos à Ramallah, nous nous dirigeons vers le camp de réfugiés de Kalandia, toujours en Cisjordanie. Nous y sommes une fois de plus accueillis comme des rois. Après cet excellent petit déjeuner, nous nous dirigeons vers les limites du camp. À quelques centaines de mètres de nous, sur l'autre versant de la vallée, une colonie israélienne. D'accord. Les colons, ils font exprès de construire leur colonie sur les sommets des collines et des montagnes pour qu'ils puissent s'étendre au fur et à mesure sur les camps de réfugiés. طبعا بيكونوا البعض منهم استشهد لان ما قدرنا نستطيع ان نصل اليهم يعني نوصل السيارات الاسعاف بالطريقه السريعه الممكنه. Il y a eu plusieurs accidents ici, des jeunes du camp qui habitent là, ils sont attaqués par les colons israéliens parce qu'ils dépassent un peu la limite, ou bien ils ne sont pas encore dépassés la limite, juste un tout petit peu avant. Il y a certains qui se font tirer dessus, ou bien d'autres qui se blessent mais gravement, et donc le souci c'est qu'ils ne peuvent pas avoir des urgences sur place. Un accès d'ambulance c'est presque impossible dans un tel endroit, et donc ils sont très difficiles avec ça. What the Palestinians want is for the occupation to end. Israel controls this place. So even if the Israeli control of the West Bank ended like that, you would still have to deal with the dispossession of the Palestinians. This has been under occupation since 1967. The dispossession of the Palestinians goes back to 1948. Do the politicians in the West or in the Arab world or whatever, what's their vision? What do they want? Another 65 years of dispossession, another, more decades of occupation? And if they don't, what is their prescription? What is their specific policy for bringing about political change? And by the way, one of the greatest sources of anti-Semitism in Europe and elsewhere is the treatment of the Palestinians, both here in the West Bank and in Gaza.
Faut pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Donc si on voit comment les gens vivent ici, où l'architecture est tout délabrée, il n'y a même pas de canalisation depuis 40 ans, tout le monde doit réagir et faire quelque chose. Le moment qui m'a vraiment marqué, c'est le moment où on était avec ces petits enfants palestiniens qui marchaient à nos côtés. Et le moment où on passe devant la boulangerie et qui nous donne tout son pain, enfin qui distribue le pain qu'ils venaient de faire sans savoir qu'on avait passé, quoi. Ça m'a vraiment touché de voir que malgré la situation difficile dans laquelle ils vivent, sans électricité, des fois avec des coupures d'eau, des canalisations qui sautent, malgré tout ça, ils ont encore un très grand cœur. Comment on peut violer presque tous les droits de l'homme en se disant démocrate? Il y a un problème. Garder espoir après 60 ans de déception et pouvoir encore penser que l'avenir peut être meilleur et que la paix peut vraiment arriver, je trouve que c'est vraiment très impressionnant et ça m'a énormément ému. La fraternité, tisser des liens entre les différentes communautés, c'est ce qui a motivé la création de l'école Polyphonie, à Nazareth. Un conservatoire pas comme les autres, dans une ville essentiellement peuplée par des Palestiniens, musulmans et chrétiens. Pour nous accueillir, cette école nous offre un concert dont vous pourrez entendre un extrait dans quelques instants. Mais d'abord, laissons le fondateur de Polyphonie nous présenter son projet. The first project that we're doing is simple music appreciation and music education, exposing the young students in the schools and kindergartens to music, to classical music, to their own culture, Arabic music, but also very important to Israeli and Jewish music that was developed and composed in this country. And we strongly believe that the openness to the narrative of the other and the culture of the other starts with that age and with that kind of education. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, la journée de commémoration de la Shoah. À 10h précises, les sirènes retentissent dans tout le pays et les gens sont invités à s'arrêter pour faire 1 minute de silence. Oui, dans 1 minute, je pense que c'est le moment où ces sirènes. Vous voyez, les gens s'arrêtent. Arrivé à Tel Aviv, dans le gymnasia d'Herzliya, pour une nouvelle rencontre entre jeunes, mais cette fois-ci du côté israélien de la frontière. Une fois les présentations faites, les discussions et débats sont entamés sans hésitation. Très vite, il nous explique qu'il n'y a pas que les Palestiniens qui vivent dans la peur. Beaucoup, en Israël, vivent dans la terreur des bombardements, des roquettes du Hamas. Mais ces discussions laissent place rapidement à l'expression libre par le dessin. Le thème imposé, les paroles de la chanson Imagine de John Lennon. Okay, so who wants to go first? Just people that are living together, and it doesn't matter if they are different. I think that difference is what is interesting in this world. And I think by losing religion and countries, you lose it. On pourrait faire des gens autour de la terre. Ah yeah, okay, bring people back. Yeah, right? With Starship. C'est cute. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine all the people
isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. It's really amazing that people from all around the world can go here and understand the Israeli-Palestinian conflict in Israel instead of doing it from Europe or the place they live in. I think it's very important that we do these kind of things to promote peace. C'était trop chouette, ils étaient d'accord avec nos points de vue, mais il y avait juste un petit garçon qui m'a posé la question. Il y a combien de gens entre vous qui nous détestent les Israéliens? Mais moi j'ai répondu que nous, on est là pour la paix, on vous aime, on est là, on veut faire réunir les deux pays. On n'est pas là pour détester un ou l'autre. Enfin, j'avais posé une question à un jeune Israélien à propos de l'armée. J'avais dit si on te demande de faire ton service militaire dans les territoires occupés, il a dit ma réponse est claire et nette, ce sera non. On a surtout retenu le fait que leur avis était très mitigé, que autant il y en avait des qui étaient pas du tout au courant de ce qui se passait par exemple dans les territoires occupés. Et quand on leur en parlait, c'est pas comme s'ils déviaient la chose, mais ils savaient en fait, pas. Ils vivent pas le conflit au jour le jour, donc ils s'intéressent pas à ça, comme ça ils les touchent pas directement et personnellement dans leur vie de tous les jours. Je pense qu'ils ont tendance à pas s'intéresser et à s'en foutre limite totalement. Voilà. Mais d'un autre côté, il y avait aussi d'autres Israéliens très engagés qui nous ont expliqué ce qu'ils en pensaient. Dernière étape clé de notre projet, la galerie d'art d'Oum El-Fahem, qui elle aussi s'enracine profondément dans le mouvement pour la paix. אני לא יכול לחנך את הנוער שלי מבלי לתת לו את האפשרות להסתכל מאחורה. היה מנהיג יהודי חשוב מאוד, יגאל אלון, שאמר עם בלי עבר הוא בלי הווה. העתיד שלו לא קיים. ולכן הקמנו את הארכיון. הוא מדבר על ההיסטוריה של אום אל-פחם, בתוך ישראל וגם לפני קום מדינת ישראל. הסיפור היהודי אומר, אנחנו עם בלי ארץ, באנו לארץ בלי עם. ואני פה הייתי כל הזמן. מפגיש את הנרטיב שלי עם הנרטיב היהודי מבלי להילחם, אלא לדבר. ולכן אני גם הבאתי את הדבר הכי קשה אצל היהודים, שהם לא מוכנים להכיר בנרטיב אחר, הבאתי אותו והצלחתי לנהל דיאלוג מסביבו. לכן אני אומר פה שחשוב מאוד להביא להם את זה פה, שיבינו גם על דברים הכי קשים אפשר לנהל דיאלוג. ואמא שלי לפני שנפטרה נתנה לי עצה לחיים. אמרה לי, אמא, לכל אדם יש שונאים ויש אויבים. אמרה לי, את השונאים שלך ואת האויבים שלך תחבק אותם. כי אם תחבק אותם אתה תביך אותם ואתה תרוויח אותם. Embrasse ton ennemi, enlace celui qui te hait. Voilà un conseil qui vient du cœur, des paroles qui marquent celles et ceux qui ont la chance de les entendre ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Après ce beau discours, place à l'action. Notre créativité est une fois de plus mise à l'honneur, et c'est également par ces images que l'histoire de ce voyage se termine. Je pense que je serais beaucoup plus tolérant et je réfléchirais beaucoup plus aux situations auxquelles j'ai à faire tous les jours. Par exemple, quand les copains parlent d'Israël ou autre, j'essaierai de leur ouvrir les yeux, quoi. Démentir ceux qui sont ignorants, ne savent pas tout, omettent des choses. Je pense que je vais continuer à faire ça quand je vais rentrer en Belgique. Ne pas suivre un groupe, ne pas hurler au loup. Je pensais que la société israélienne, c'était les mauvais entre guillemets,
Mais quand on était parti au lycée israélien et que j'ai parlé avec des jeunes israéliens, je me suis rendu compte que vraiment les jeunes, c'était pas ce que je pensais, la société israélienne était complètement différente de ce que je pensais. Comme j'ai vu les gens, comment ils étaient à Tel Aviv, comment ils vivaient simplement, ils ne faisaient aucune différence, les gens étaient, vous voyez, que vous soyez musulmans, chrétiens, on voyait même des homosexuels, ils n'en avaient rien à faire, ils vivaient comme ça, ils vivaient ensemble. Il faut que les deux côtés soient patients et pardonnent surtout, il faut pardonner. Du côté israélien comme du côté palestinien, ils espèrent qu'il y ait une réconciliation entre eux. Et c'est beau. Ouais. Tout ce projet m'a vraiment donné envie de m'investir et de faire quelque chose dans les droits de l'homme plus tard. Ça m'a donné vraiment beaucoup d'idées. Et là, je pense que quand on rentre, j'irai sûrement rejoindre l'antenne Amnesty à l'école pour pouvoir déjà commencer à faire quelque chose. Il nous fallait, je crois, ce voyage pour ouvrir les yeux.